la conférence Intégrer les structures scolaires. Bon, je recommence. Bonjour et bienvenue à la conférence sur l'intégration des structures scolaires et des écoliers dans la démarche territoriale. On va peut-être attendre quelques instants parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Une minute ou deux, le temps que les gens arrivent pour nous rejoindre donc pour la conférence dans le cadre de la première édition du sommet virtuel du climat. Donc on laisse quelques instants à d'autres participants de se connecter. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette première édition du sommet virtuel du climat. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la conférence de ce matin, quelques mots sur ce premier sommet virtuel du climat. En fait, c'est un événement qui est 100% en ligne, qui est constitué de 31 webconférences et puis d'un salon virtuel avec des stands virtuels le dernier jour de cet événement. C'est un événement qui est initié et coordonné par la PCC et il est coporté par l'ADEME, l'ABC, la Fédération Sinov et le CEREMA. Il a pour objectif de diffuser gratuitement et le plus largement possible des expertises et des retours d'expérience qui sont réplicables et concrets pour des collectivités, des entreprises et d'autres acteurs. Parce que nous avons tous le pouvoir d'agir face au changement climatique. Donc, nous remercions bien sûr beaucoup que vous voyez affiché sur cette page, de nous avoir donné l'occasion de participer à ce sommet ainsi que tous les partenaires qui sont cités sur cette présentation. Pour ce qui concerne les supports de cette conférence, ils sont téléchargeables sur le site et la conférence sera disponible en replay sur le site du sommet virtuel du climat à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc pendant toute la durée de la conférence dans le module chat. Nous sommes convenus de répondre après la partie qui concerne le programme Moitié à l'école, c'est-à-dire donc la présentation que je fais moi, ainsi que la présentation de notre témoin de la ville de Versailles, Monsieur de Gardon. Donc nous répondrons à cette première série de questions après cette première partie de présentation. Donc, je suis Isabelle Senzilberberg, je travaille pour EcoCO2. Nous sommes une éco-entreprise innovante du secteur de l'ESS. Nous avons pour but et mission de sensibiliser et d'accompagner les citoyens et les organisations vers la réduction durable de leur impact environnemental. Nous faisons cela en donnant aux différentes cibles des moyens pour comprendre, des conseils pour changer et puis des outils pour mesurer.
Nous avons, entre autres, des programmes dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais qui sont également menés par notre structure sur la mobilité, sur la consommation dans l'habitat privatif et la sensibilisation des entreprises de transport. Nous sommes une entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire. Nous avons obtenu il y a 1 an et demi le label d'entreprise solidaire pour l'utilité sociale, le label ESUS. Nous avons mis en place dans notre entreprise un comité de gouvernance démocratique pour partager la stratégie avec tous nos salariés. Et nous sommes également, nos salariés, actionnaires à 10% de notre entreprise. Nous sommes une PME à forte croissance, nous sommes 54 salariés et nous avons connu une croissance de 145% sur les dernières années. Et nous avons créé également des emplois chez nos partenaires associatifs. Par ailleurs, nous sommes un acteur de référence pour les pouvoirs publics sur la transition écologique. Nous sommes pionniers et leaders des programmes générateurs de certificats d'économie d'énergie, donc les C2E, et nous sommes reconnus également pour nos études et analyses par l'ADEME et différents pôles de compétitivité. Donc, le programme que moi je coordonne, qui s'appelle Wattier à l'école, est un programme de sensibilisation des enfants aux économies d'énergie et d'eau. Ce programme est labellisé au certificat d'économie d'énergie. Le dispositif C2E, c'est à la fois une obligation qui incombe aux vendeurs d'énergie et c'est un levier de financement pour les collectivités pour pouvoir bénéficier de ce type d'action de sensibilisation sur leur territoire. Nous avons, avec le programme Wattier à l'école, sensibilisé en 6 ans de déploiement du programme plus de 100 000 enfants. Nous avions atteint le 100 millième enfant sensibilisé au printemps dernier. Et nous avons pour objectif d'aller beaucoup plus loin encore d'ici la fin de l'année scolaire 2020-2021. L'objectif, c'est d'en sensibiliser plus de 260 000 sur l'ensemble du territoire national. Donc, Wattier à l'école, c'est un programme pour sensibiliser les élèves des écoles maternelles et élémentaires aux économies d'énergie et d'eau. L'objectif, c'est vraiment de les rendre acteurs de la maîtrise de la demande d'énergie à la fois dans leur domicile et dans leur école. Le programme, il comporte des animations en classe, des événements qui se déroulent dans l'année scolaire. Et puis, nous avons un volet de suivi et de mesure des consommations d'électricité dans les écoles. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail du programme, il y a des ateliers qui sont animés dans les classes, 2 ou 3 animations en face à face par classe et par an, donc menées par un intervenant spécialisé. Il y a des événements qui sont proposés dans le cours de l'année scolaire. Il y a un concours d'expression artistique inter-école qui porte chaque année sur un sujet différent. Et nous avons une action que je vais vous détailler un petit peu plus tard qui s'appelle l'action Groupule. Le programme comporte également des outils pour les enseignants qui s'appellent les minutes économise l'énergie. Et puis, ce qui nous tient très à cœur, c'est d'avoir un rebond vers les familles pour que les enfants devenus ambassadeurs puissent rentrer dans leur famille et mettre en pratique des éco-gestes à la maison qu'ils ont appris au travers du programme Wattier à l'école. Et le dernier volet, donc, ça concerne les collectivités, qui est un volet de suivi des consommations électriques dans les bâtiments scolaires des écoles qui participent au programme.
Les ateliers sont adaptés bien sûr aux différents niveaux. Les contenus ne sont pas les mêmes pour les classes maternelles que pour les classes de CE1 ou de CM2. Et nous les avons également adaptés à chaque territoire. Nous n'animons pas les mêmes thématiques en métropole, en Corse ou dans les Dômes. Malgré tout, nous avons un corps commun un petit peu de thèmes d'ateliers. Le premier atelier est un atelier de sensibilisation générale aux économies d'eau et d'énergie. Et ensuite, au fil de l'année, des années plus tôt, on va rentrer dans différentes thématiques un petit peu plus en détail, éclairage, veille, chauffage, autres usages de l'électricité, mais aussi réchauffement climatique, des questions sur la mobilité, sur les économies d'eau et d'eau chaude sanitaire. Les événements donc, dont je vous parlais sont ce concours d'expression artistique qui a lieu chaque année, qui a pour but de faire mémoriser des éco-gestes concrets aux enfants. Et chaque année, les enfants, soit individuellement ou en classe, peuvent nous soumettre des œuvres, qu'il s'agisse de dessins, de BD, de chorégraphie, de chansons, autour de la thématique donc des économies d'énergie. Et nous pouvons mener une action que nous avons appelée Gros Pull, qui est une action autour du confort thermique dans les classes en hiver, où on fait des mesures de température et de confort pour que les enfants intègrent le fait que en mettant un pull en hiver, on peut ne pas se chauffer énormément et être malgré tout à son aise. Et donc permettre de faire des économies d'énergie par ce moyen. Les minutes économisent l'énergie, donc sont les animations courtes à disposition des enseignants qui le souhaitent et qui sont disponibles sur notre site wati.fr. L'objectif, c'est de en fait, maintenir le fil de ces ateliers qui sont animés 3 fois par an dans les classes pour que, entre 2 animations réalisées par des intervenants externes, les enfants ne perdent pas de vue cette thématique et qu'ils continuent à se sensibiliser aux éco-gestes concrets qu'ils peuvent faire à leur domicile, au travers notamment de ce que vous voyez ici, qui est un jeu de cartes Wati à l'école que nous avons conçu et qui est distribué dans toutes les classes. Pour ce qui concerne le rebond vers les familles, ça a pour but donc de mettre en pratique des éco-gestes à la maison. Et ainsi, nous distribuons en fait à chaque élève en fin d'année un kit hydroéconome avec 2 mousseurs et un débitmètre pour faire une mesure de la consommation d'eau à son domicile et puis pour remplacer les mousseurs si il s'avère qu'ils ne sont pas suffisamment économes. Nous proposons par ailleurs aux familles qui le souhaitent de faire partie de notre panel pour suivre leur consommation d'électricité personnelle et essayer d'objectiver l'impact du programme Wati à l'école sur les familles. Et nous avons pour l'instant des témoignages surtout d'enseignants. Il y a 73% des enseignants interrogés qui nous disent qu'ils ont observé un changement de comportement de leurs élèves vis-à-vis des économies d'énergie. Ils ne laissent plus les lumières allumées dans les classes, ils ne jouent plus avec l'eau dans les cours de récréation ou les sanitaires des écoles. Enfin, en ce qui concerne donc le volet mesure et analyse, nous pouvons mettre en place donc un suivi des consommations pour que la commune, si elle n'a pas déjà mis ça en place de son côté, puisse avoir des moyens de comprendre la consommation électrique du bâtiment et d'agir et d'avoir des pistes d'économie d'énergie sans faire des investissements lourds dans les écoles.
Le programme Wati est déployé à 80% par des associations partenaires. Vous voyez ici une carte de l'Hexagone. Nous travaillons en France métropolitaine avec 26 associations partenaires qui animent et déploient le programme en notre nom, qui sont formés et utilisateurs de nos outils et contenus. C'est vrai également en Corse et dans les DOM où nous avons 10 associations sur l'ensemble des territoires. Et donc le programme, il est vraiment aujourd'hui ce que souhaitait le ministère de la Transition écologique, c'est-à-dire il concerne aujourd'hui toutes les régions de France. Le financement, comme je le disais au départ, est donc assuré en partie par les énergéticiens, par justement le dispositif des C2E. Mais les collectivités locales payent un complément. Donc, c'est en fait, les C2E sont décroissants entre 2018 et 2020 pour montrer que le programme il pourra voler de ses propres ailes à la fin du soutien par les certificats d'économie d'énergie. Le coût, il dépend en fait du nombre d'écoles ou de classes qui sont engagées sur un territoire. Et également du nombre de collectivités qui sont signataires d'une convention sur un territoire donné. L'autre facteur qui joue sur le coût du programme est la durée de l'engagement, puisque il est préférable que l'engagement se fasse sur plusieurs années pour que la sensibilisation puisse être vraiment la plus efficace possible. Donc le reste à charge pour la collectivité, il dépend d'un ensemble d'éléments qui sont cités sur cette page. Je vous remercie beaucoup pour votre attention sur cette première partie et je vais passer la parole à Pierrick de Gardin. Je coupe juste un petit instant le microphone et ma caméra pour faire la transition. Donc, bonjour à tous. Donc, Pierrick de Gardin de Versailles. Donc, je suis responsable énergie de la ville de Versailles et en charge du programme, en charge notamment du déploiement du programme Wati à l'école. Donc, sur la ville de Versailles, nous avons déployé une stratégie pour nos écoles. Donc, il faut savoir que nous avons 40 écoles. Donc, Wati s'inscrit comme une des briques de la sensibilisation et des actions qui nous permettent de baisser la consommation énergétique de notre ville. Donc, il faut savoir qu'on a à peu près un budget de 2 millions d'euros d'énergie et de fluide sur toute la ville, et la moitié de ce budget correspond aux écoles. Donc, toute action qui permet de baisser ces consommations d'énergie est bonne à prendre, et Wati à l'école fait partie de cette stratégie. Donc, nous nous inscrivons dans une stratégie comme Negawatt le propose, donc sobriété, efficacité ensuite avec des travaux sur nos chaufferies et ensuite l'installation si possible d'énergie renouvelable comme des panneaux solaires. Comme Isabelle l'a précisé avant, donc Wati à l'école
est un programme visant à sensibiliser les enfants aux économies d'eau et d'énergie, qui a été déployé sur Versailles sur 8 établissements. Le lancement de Wati, il faut savoir que les écoles sont gérées par l'Éducation nationale et chaque déploiement de programme dans une école doit passer par l'inspection de l'Éducation nationale. Donc on a d'abord dû faire une présentation à l'inspection au cours de l'année précédente. Puis on a fait une présentation au service éducation de la ville de Versailles. Comme il y avait un reste à charge par la collectivité, il a fallu passer en conseil municipal avec une délibération, puis signer la convention. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper. Pour un déploiement au cours d'une année scolaire, il faut, à mon avis, commencer au mois de février de l'année précédente pour pouvoir lancer ce programme. Une fois la convention signée, chez nous, c'est l'association PicPic Environnement qui est en charge du programme et qui intervient dans les écoles. C'est beaucoup plus simple de travailler avec une association qu'avec une entreprise pour intervenir dans les écoles. L'éducation nationale est bien plus favorable à ce genre d'intervention. Et donc une réunion a été faite pour nous expliquer comment allait se développer le programme en présence de l'éducation nationale, de l'inspection de l'éducation nationale, notre élu aux écoles, les services de la ville concernés. Ensuite, l'association a pris rendez-vous avec chaque école où les enseignants et les directeurs et directrices de chaque école étaient présents pour leur présenter comment allait se dérouler les ateliers. Et donc nous, on a fait un premier lancement le premier atelier en décembre de l'année scolaire. Voilà, 4 groupes scolaires, chaque groupe scolaire étant composé de 2 écoles, maternelles, élémentaires ou parfois 2 élémentaires. Vous avez le détail en dessous. Ça représente donc 52 classes pour 1300 élèves de formés. Donc les résultats de Wati, on a accompagné en fait Wati avec Cube 2020. Qui s'est transformé depuis en Cube S, qui est en fait un concours d'économie d'énergie où on rentre nos consommations et ensuite les personnes responsables du concours calculent les économies d'énergie effectives réalisées, corrigées du climat et corrigées des différences d'usage qu'il pourrait y avoir. Donc c'était un parti pris de lancer les deux en même temps pour contrôler si Wati allait avoir un effet sur nos économies. Et donc les résultats sont sans appel, avec entre 6, quasi 7% d'économie d'énergie pour le moins bon et presque 12% d'économie pour le meilleur. Donc, ramener au budget de ces écoles-là, ça représente, si on reste dans ce même ordre de grandeur sur les 8 établissements, de l'ordre de 25 000 euros d'économie. Donc, c'est non négligeable. D'autant que dans chaque classe a été nommé à chaque fois un représentant de la lumière, un délégué de l'eau et de la lumière qui fait remonter aux enseignants quand ils observent un problème, une chasse d'eau qui va être cassée et qui fuit, ou alors des ampoules qui vont être grillées. Et en fait, du coup, on a beaucoup plus d'informations qui reviennent par le biais des enseignants et donc des directeurs d'établissement sur l'état de nos bâtiments, et ça nous permet d'intervenir plus vite pour réparer des fuites d'eau qui représentent une grosse partie de notre consommation, enfin pas une grosse partie, mais une grosse partie de nos pistes d'économie en tout cas. Donc à la fin de l'année scolaire,
On a souhaité vraiment remercier et encourager les enfants qui avaient participé activement à ce programme. Et on a fait remettre aux enfants, donc aux délégués des classes qui venaient, lors d'une petite cérémonie avec notre élu, avec le représentant de l'inspecteur de l'éducation nationale. On a fait une petite cérémonie où ils nous ont présenté ce qu'ils avaient fait. Donc, on a pu observer on a eu soit des poèmes, soit des dessins, même une vidéo qui a été faite sur un peu en slow motion pour voir comment comment les enfants faisaient des économies dans l'école. Enfin, c'était assez drôle. Des enfants très jeunes, 4-5 ans, qui venaient et qui expliquaient qu'ils faisaient attention à éteindre la lumière, etc. Donc voilà, c'était vraiment très convivial. Et donc nous, on a pris le parti de dire on va faire ça sur 3 ans pour que ce soit vraiment quelque chose qui s'inscrive dans les habitudes des enfants, que ce soit pas juste quelque chose de ponctuel et qu'il n'y ait pas de suivi derrière, mais vraiment que chaque enfant ait ça d'inscrit. Et donc j'espère avoir un retour aussi du rebond qui a été fait envers les familles l'année prochaine, où ce sera voilà, les parents maintenant connaissent le programme. On en a beaucoup parlé en fin d'année dans les journaux qui sont faits par les élèves. Voilà, c'est quelque chose qui commence à s'ancrer et on espère continuer les progrès. Voilà. Donc vous avez mes coordonnées. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie Alors, on a quelques questions. Prévoyez-vous d'étendre ce programme aux autres écoles de la ville? Alors, effectivement, on prévoit d'étendre ce programme aux autres écoles. Donc, au début, on était parti sur ceux qui étaient volontaires, on avait juste demandé qui veut s'inscrire dans ce programme. Là, on a 27 classes supplémentaires qui rejoignent le programme donc qui vont commencer cette année. Donc, on espère que ça va continuer à se propager d'année en année, sachant qu'il y a de très bons retours des enseignants, dans le sens où ça fait partie, quoi qu'il arrive, ça fait partie intégrante du programme qu'ils doivent faire. C'est pas non plus quelque chose qui leur prend énormément de temps sur le programme qu'ils ont déjà fixé sur l'année. Là, ils ont carrément pu l'intégrer directement dans leur programme. Donc voilà, 27 classes supplémentaires en plus des 52 actuelles. Autre question de Blandine. Quelle est la part prise en charge par les C2E, le programme C2E dans votre commune de Versailles? Alors, c'est Isabelle qui répondra. Donc, on la met de côté. Il y avait une question. Est-ce que vous prévoyez d'étendre ce programme à Chevreuse? Alors à Chevreuse, je ne sais pas. Moi, je suis responsable énergie de la ville de Versailles. Donc chaque collectivité est libre d'aller, enfin chaque commune est libre d'aller financer ou pas ce programme. Je sais que sur la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, dont fait partie Versailles, j'ai plusieurs communes, plusieurs élus qui m'ont appelé pour avoir des informations sur le programme et qui normalement ont pris contact pour rejoindre également ce Wattier à l'école. Donc en parlant très rapidement, les gens sont assez favorables à ce genre de programme. Donc il y a de fortes chances que d'autres rejoignent le programme rapidement sur notre territoire. Après, voilà, je ne peux pas m'engager pour les autres. On va passer à Isabelle. D'accord. On a des questions. Donc,
je réponds peut-être d'abord à la question sur la prise en charge. En fait, Versailles donc, avait signé une convention au démarrage de la période triennale, donc un engagement sur 3 ans. Aujourd'hui, on peut encore signer une convention sur 2 ans, donc sur l'année scolaire en cours et l'année scolaire à venir. Mais comme je vous le disais, en fait, le reste à charge, il est croissant. Donc aujourd'hui, le reste à charge moyen par classe et par an sur un engagement sur 2 ans, c'est entre 350 et 450 euros par classe et par an, en fonction un petit peu de la configuration du territoire, s'il y a beaucoup de classes ou très peu, si c'est très dispersé sur beaucoup d'écoles, avec à chaque fois qu'une classe par école. Mais voilà, la fourchette, c'est entre 300, 350 à maximum 450 euros par classe en reste à charge. Sachant que le reste est pris par... Sachant que effectivement la part C2E est financée par les énergéticiens, donc EDF principalement, mais pas exclusivement. Est-ce que Marie, tu me... Alors, tu as une autre question. Ouais. Si on est une association, comment faire pour faire partie du programme Wati? Alors, en fait, la plupart du temps, nous entrons en contact avec une association une fois qu'on a un contact déjà avec une collectivité sur un territoire. Parfois, c'est la collectivité qui nous dit moi, sur ces sujets-là, je travaille avec telle association habituellement. Donc nous, on envoie un cahier des charges et toutes les informations sur le programme à l'association en question. Mais on a eu également des situations où c'est une association justement qui est venue vers nous en ayant eu connaissance du programme, soit par notre site, soit par d'autres moyens. Et puis qui nous disait on aimerait en savoir plus, et à qui on a envoyé le cahier des charges, et qui de ce fait a trouvé le territoire qui allait financer le reste à charge. Donc ça peut fonctionner dans les deux sens. Et parfois, quand une collectivité ne connaît pas particulièrement d'associations d'éducation à l'environnement sur son territoire, nous pouvons nous-mêmes nous occuper d'en identifier par les réseaux graines ou par d'autres réseaux d'associations de ce type. Une question, en tant qu'entrepreneur indépendant, peut-on devenir partenaire Wati? Alors, on a actuellement une personne qui intervient pour le déploiement de Wati à l'école, et qui est une personne en portage salarial. Donc, c'est possible. C'est pas le cas qu'on rencontre le plus fréquemment, mais si la personne a des compétences en animation et a sa structure, il faut qu'on regarde comment un partenariat peut être monté. Mais voilà, on a pour l'instant une expérience avec une personne en Bretagne qui anime des ateliers Wati pour nous. Il y avait une question aussi sur le programme, ce qui est prévu pour les collèges et les lycées en termes de sensibilisation des enfants. En fait, Wati à l'école n'est pas labellisé sur les collèges et lycées. On a le label uniquement pour les écoles primaires, donc maternelles et élémentaires. Par contre, sur les collèges et lycées, vous avez, vous en parliez, Pierrick, vous avez le programme CUBES, donc qui est un programme également labellisé C2E, qui est destiné aux collégiens et lycéens et qui a les mêmes objectifs, avec un format un petit peu différent aussi compte tenu de l'âge des jeunes. Ce ne sont pas les mêmes supports, pas forcément les mêmes façons de déployer le programme, mais effectivement c'est CUBES qui est déployé sur l'enseignement du second degré.
D'accord. Il y avait une question aussi sur le coût global du budget avec les C2E. Alors, l'enveloppe globale, donc, qui nous a été accordée par le ministère, c'est 8 millions par C2E et à peu près 25%, puisque c'est la moyenne que souhaitait le ministère, 25% de plus euh, par justement le financement des collectivités. Donc sur la part C2E, nous avons une convention nationale avec le ministère, l'ADEME et EDF. Et il y a une part qui est réservée à EDF et une part qui est ouverte à d'autres obligés financeurs. Et donc nous avons aujourd'hui d'autres conventions avec deux autres obligés que sont Certinergie et Save Group IDEX qui peuvent financer la part C2E du programme. D'accord. Il y avait une question, c'est est-ce qu'on peut étendre ce type de programme à d'autres thématiques, biodiversité, mobilité? Alors, mobilité, c'est le programme Mobi à l'école dont va parler ma collègue Magali Schweitzer tout à l'heure. Biodiversité, aujourd'hui, ça ne rentre pas dans le périmètre de programme éligible à l'économie d'énergie. Mais quand nous nous appuyons sur des associations, bien souvent, ce sont des associations qui viennent plutôt justement de l'éducation à l'environnement, plus nature, donc faune et flore, biodiversité. Souvent, l'association en question pourra ajouter un volet biodiversité, mais pas financé dans le cadre des C2E. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question, quel coût global par classe accompagnée? Alors, c'est sur les engagements que nous sommes encore en capacité de signer là en ce moment sur 2 ans, donc l'année scolaire en cours et celle à venir. Le coût global, il est entre 1100 et 1500 euros par classe et par an, donc avec entre 25 et 30% financé par la collectivité et 70 à 75% par les C2E. Sur l'année prochaine, ça sera vraisemblablement pareil pour l'année scolaire 2020-2021. Je pense que le coût global, il devrait tourner à peu près autour de 1200 à 1300 euros par classe l'année prochaine pour le programme. S'il y a d'autres questions par la suite, on pourra à la fin répondre à une série de questions sur Wattier à l'école. Et sinon, je vous propose de couper ici notre caméra et micro à Nanterre et de passer la parole à ma collègue Magali Schweitzer à Lyon, qui vous parle du programme Mobi. Allô? Alors, si vous m'entendez bien? Oui. Donc, je vais vous parler maintenant du programme Mobi. Donc, je vais revenir. On est revenu au début de la présentation. Donc, le programme Mobi est un programme d'accompagnement à l'écomobilité scolaire. Alors, je ne vois pas. Alors, excusez-moi, voilà. Donc, le programme Mobi est un programme d'accompagnement à l'écomobilité scolaire. Et donc, je suis Magali Schweitzer et je suis responsable de ce programme. Donc, le programme Mobi, je vais essayer de venir sur les bonnes slides pour que vous ayez les éléments sous les yeux. Alors, j'avance.
Voilà, nous y sommes. Alors, pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'écomobilité scolaire? Donc, tout d'abord, alors c'est revenu encore au début. Donc, tout d'abord, l'écomobilité scolaire répond à un double enjeu. À la fois un enjeu de... Ah, excusez-moi, par contre, c'est pas les bonnes pages que j'ai sous les yeux. On va essayer de. Donc, on est sur deux sites différents, Voilà, Magali et exactement. nous. On va essayer. Je vous laisse peut-être passer la présentation plutôt vous. Je peux passer les slides. Je veux bien parce que apparemment ça revient toujours au début de mon côté, oui. D'accord. Donc, je vais couper ma caméra et mon micro et juste essayer d'être asynchrone avec toi, Magali, pour le passage des slides. Est-ce qu'on on passe à la page? On peut aller, voilà, on est sur cette page-là, parfait. Merci. Donc, pourquoi on parle d'écomobilité scolaire aujourd'hui? Donc, l'écomobilité, déjà, pour vous rappeler brièvement de quoi il s'agit, hein, donc c'est le fait d'encourager d'autres modes de déplacement que le recours à la voiture individualisée. Et ça regroupe toutes les solutions possibles, donc à la fois le fait d'encourager les transports en commun, des modes de déplacement partagés comme le covoiturage, ou des modes actifs, marche, vélo. Donc pourquoi l'écomobilité dans le cadre de l'école? Donc là, ça répond à un double enjeu. Tout d'abord, les déplacements vers l'école, il y a un enjeu environnemental important. Donc, si on prend le périmètre un peu plus large, hein, donc le transport en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et le CO2, c'est 38% qui sont émis par les transports. Sur ces 30% d'émissions de gaz à effet de serre, les voitures particulières en représentent plus de la moitié. Donc ça, ce sont les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique et solidaire. En parallèle, donc on constate également, donc là ce sont des chiffres de l'ADEME, que 70% des élèves du premier degré, donc maternelle et école élémentaire, se rendent à l'école en voiture alors qu'ils habitent à une distance relativement proche de l'école, moins de 1500 mètres. En plus de cet enjeu environnemental, l'écomobilité scolaire s'inscrit aussi dans un enjeu de santé publique, puisqu'il est avéré que la sédentarité et le manque d'activité physique est de plus en plus importante chez les enfants, et qu'aujourd'hui, 18% des enfants de CM2 sont en surcharge pondérale. Là, ce sont des chiffres publiés par l'assurance maladie. Et enfin, dans cet enjeu de santé publique, il y a également tous les enjeux liés à la qualité de l'air et aux émissions de polluants, qui ont des effets sur la santé à plus ou moins long terme, sur différents aspects. Et donc, plusieurs de ces polluants sont liés justement au trafic automobile. On peut passer à la page suivante. Donc, par rapport à ces enjeux, quels sont les bénéfices de l'écomobilité scolaire? Donc déjà, le premier intérêt de l'écomobilité scolaire, c'est que c'est un cadre tout à fait favorable pour engager un changement de comportement et engager un panel ou un groupe de personnes dans une démarche d'écomobilité. Car les trajets pris en compte sont des trajets prévisibles, répétitifs, toujours les mêmes, et sur des distances courtes. Donc, ils peuvent être facilement substitués par d'autres modes de déplacement. Autre bénéfice de l'écomobilité scolaire, bien sûr, c'est quand on adopte un mode actif, c'est de faire plus d'activité physique. Sur l'environnement, donc il va y avoir une réduction des gaz à effet de serre, une amélioration de la qualité de l'air. Et d'autres aspects qui sont liés à l'écomobilité scolaire aussi, c'est que ça peut induire plus de convivialité, des liens sociaux renforcés quand on parle de mode de déplacement partagé. Il y a également un coût réduit par rapport à la voiture individuelle, que ce soit par les transports en commun, par le partage de covoiturage, par exemple, mais également, si on prend le cas du vélo, un vélo équipé et entretenu revient jusqu'à 60 fois moins cher qu'une voiture utilisée quotidiennement. Il y a également la possibilité d'améliorer le cadre de vie en rééquilibrant le partage des espaces publics, en améliorant la qualité de vie du quartier autour de l'école, en réduisant le bruit, le trafic routier.
On peut également, par une démarche d'écomobilité scolaire, améliorer la sécurité routière. Et après, on a aussi une démarche d'apprentissage de l'autonomie pour les enfants. Donc voilà, tous ces bénéfices de l'écomobilité scolaire permettent de bien répondre aux enjeux santé-environnement que je vous ai exposés au départ. Alors, l'écomobilité scolaire, hein, quel est l'outil justement pour mettre en place une démarche d'écomobilité scolaire? Donc, l'outil utilisé habituellement et sur lequel porte le programme MOBI est le plan de déplacement d'établissement scolaire. Donc, le plan de déplacement d'établissement scolaire est un projet qui se déroule sur plusieurs années, qui comporte une phase de diagnostic local et de mise en place de plans d'action pour favoriser l'écomobilité. Et il porte sur l'ensemble des déplacements de l'école. Donc, non seulement le déplacement des enfants et de leurs familles, mais également le déplacement des enseignants, des personnels qui travaillent à l'école et des déplacements occasionnels de l'école, comme les sorties de classe, ou des déplacements liés à l'école plus quotidiens, comme des livraisons, quand c'est le cas, par exemple, d'une cantine qui est plus éloignée de l'école. Donc, les plans des déplacements d'établissements scolaires proposent en général 4 types d'actions. Il y a 4 natures d'actions qui peuvent être mises en place. Des actions d'aménagement pour faciliter et sécuriser les modes actifs. La recherche d'alternatives à l'usage de la voiture individuelle, avec la mise en place d'un covoiturage, développer les transports en commun, mettre en place des vélobus, des pédibus, mettre en place des actions de communication et de culture à l'écomobilité, et des actions de pédagogie. Donc le panel d'actions, on voit, est très large et plusieurs leviers sont possibles et peuvent être activés. Donc MOBI à l'école, hein, maintenant, donc c'est un programme qui a pour objectif donc, de mettre en place des plans de déplacement d'établissements scolaires dans des écoles élémentaires sur tout le territoire national. Il a également un volet de sensibilisation des élèves et des acteurs de l'école à l'écomobilité. Comme le programme WATI dont on vous a parlé précédemment, le programme MOBI est un programme C2E. Donc, il a été lauréat d'un appel à projet lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire en 2018. Donc, c'est un nouveau programme. Une convention cadre a été signée en juin avec l'État et couvre la période 2019-2021. Il vise un déploiement, comme j'indiquais, sur tout le territoire national et il est en grande partie financé par les énergéticiens, donc à hauteur de 75% financé par les énergéticiens. On peut passer à la page suivante. Donc, vous avez ici présenté les différentes étapes d'un PDES. Donc, en général, un PDES va débuter en cours d'une première année scolaire et se dérouler sur l'année scolaire suivante. Donc, il va, en règle générale, couvrir 2 années scolaires sans que ça débute forcément en début d'une année scolaire. Hein. Ça peut débuter, par exemple, en janvier ou février 2020 et s'étendre sur l'année scolaire suivante. Donc, les différentes étapes. Tout d'abord, il y a une étape de lancement à 2 niveaux. Donc, une réunion de lancement, de concertation élargie avec l'ensemble des acteurs du territoire. Puis, au sein de chaque école participante, un événement de lancement dans l'école qui a pour but de mettre en place un comité de pilotage local que nous appelons le comité MOBI. Donc, ce comité de pilotage local associe des volontaires de l'école, à la fois des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs, mais toujours basé sur le volontariat. Et la collectivité locale est également représentée dans le comité MOBI. À l'issue de cette étape de lancement, va y avoir lieu un diagnostic qui va porter sur les déplacements de l'école. Donc, ce diagnostic comporte 2 phases. C'est un diagnostic mobilité qui va consister en une analyse de données avec une enquête adressée à l'ensemble des acteurs de l'école. Et ensuite, également, une enquête d'aménagement, hein, un diagnostic de terrain pour voir les aménagements autour de l'école et évaluer comment ils sont perçus et leur état et leur facilité pour les modes actifs. Donc, à l'issue de cette étape de diagnostic, il va pouvoir être élaboré un plan d'action. Donc, le plan d'action va vraiment être déterminé à partir des éléments qui seront ressortis du diagnostic local. Et des actions pertinentes vont être proposées par le programme au comité de pilotage qui va choisir les actions qui lui semblent les plus à même d'être mises en place. Et ensuite, ces actions vont être mises en place
à la fois à la fin de la première année scolaire et également être poursuivi et pérennisé sur l'année scolaire suivante. En parallèle, ont lieu des ateliers en classe. Donc, un atelier sur l'écomobilité a lieu dans chaque classe de l'école sur les 2 années. Et ces ateliers ont une durée de 1h30 à 2h. Sont également menés tout le long du programme des suivis d'indicateurs, donc des indicateurs quantitatifs, donc c'est-à-dire que les enquêtes mobilité vont être traduites en termes de bilan CO2 et de polluants équivalents. Vont également être menées des enquêtes qualitatives pour évaluer le comportement des enfants, la perception de l'environnement sonore, voir par exemple si la concentration des enfants a pu être améliorée en classe du fait de l'adaptation, par exemple, d'un pédibus ou d'autres actions de ce type. Et enfin, donc, va être mené à l'issue du PDES un bilan et voir quelles sont les actions à poursuivre, comment les pérenniser. Voilà pour ces différentes étapes. Ce qu'apporte Mobi donc dans ces différentes étapes du PDES, tout d'abord, c'est la présence d'un chargé de mission tout le long de ces étapes. Je vous détaillerai par la suite quel va être son rôle précis, mais il va être présent à toutes ces étapes. Et sera également, dans le cadre de l'école, sera présent un animateur pour animer des ateliers en classe. Et le chargé de mission et l'animateur auront été préalablement formés par l'éco-CO2. Le programme Mobi fournit également donc des fiches outils et des fiches actions pour mettre en place le PDES. Et le programme Mobi apporte aussi l'expertise d'éco-CO2 à la fois en termes d'analyse de données et pour réaliser le suivi des indicateurs. On peut passer effectivement à la page suivante. Donc, comme je vous l'indiquais, le programme Mobi, pour faciliter la mise en place de ce PDES, va apporter à l'école la présence d'un chargé de mission PDES. Donc, son rôle est d'accompagner, d'animer le comité Mobi en tant qu'expert de la mobilité. Il a un rôle de conseil, un rôle de conseil spécialisé dans l'écomobilité. Mais après, ce n'est pas lui qui sera le décisionnaire. Le décisionnaire sera vraiment la collectivité en lien avec ce comité qui est mis en place dans l'école. Donc, le comité Mobi est constitué d'un panel de parties prenantes de l'école et la participation se fait toujours sur la base du volontariat. Et le chargé de mission PDES va accompagner ce comité Mobi dans sa prise de décision. Le diagnostic est réalisé justement par ce chargé de mission PDES qui peut le réaliser à l'aide des outils qu'on lui fournit clé en main dans le cadre du programme. Et c'est lui qui va pouvoir ensuite faire l'analyse des données et accompagner la communication de ces résultats au sein de l'école. Et donc enfin, le rôle du chargé de mission PDES, c'est vraiment d'accompagner, d'animer le PDES tout du long. Donc il participe aux réunions et rencontres liées à la mise en place du PDES. Il partage et explique les fiches outils et actions qu'EcoCO2 lui a fournies pour mettre en place ces actions. Il effectue le suivi des indicateurs et ensuite réalise des comptes rendus pour les réunions clés, les étapes importantes du PDES. Donc voilà, le programme Mobi apporte vraiment un pilote dans le PDES pour l'école. Maintenant, on va faire un focus sur le contenu des fiches pour le PDES. Donc il y a à la fois des fiches outils, qui elles sont plutôt des fiches méthodologiques, clés en main, qui sont systématiquement appliquées dans le cadre du PDES lors de ces différentes étapes. Et ensuite, il y a des fiches actions qui vont permettre au comité de mobilité de choisir quelques actions. Et ensuite, sur les actions qui ont été retenues, ces fiches actions vont donner des conseils pour mettre en place les quelques actions retenues. Si on passe à la page suivante, on va voir le contenu de ces fiches outils. Donc, les fiches outils sont déclinées pour chacune des étapes. Et donc, dans l'étape lancement du PDES, on a tout un ensemble de fiches outils, à la fois qui réexpliquent les enjeux de l'écomobilité et également des fiches clés en main pour organiser une réunion de lancement. Dans l'étape 2, les fiches outils vont consister là aussi à bien réexpliquer comment réaliser un diagnostic et ensuite fournir les 2 fiches outils clés en main qui permettront de faire à la fois l'enquête mobilité, donc le questionnaire qui sera envoyé aux différents acteurs de l'école, et également la fiche qui permet de faire une analyse de terrain des aménagements autour de l'école. Et étape 3, donc pour le plan d'action, donc là, c'est une fiche qui permet de définir comment choisir les actions pertinentes et également un document clé en main pour que le chargé de mission du PDES puisse présenter de façon claire et concise les différentes actions possibles
au comité MOBI pour cette école. Si on passe aux fiches actions, page suivante, donc les fiches actions sont regroupées ici par différentes natures d'actions. Donc comme je l'ai indiqué en introduction, les PDES couvrent tout un panel d'actions. Donc on retrouve les actions de report modal. C'est là qu'on retrouve par exemple la mise en place d'un pédibus ou la mise en place d'un vélobus, le développement du covoiturage ou également le développement de solutions pour les déplacements occasionnels et les livraisons de l'école. D'autres types d'actions possibles, donc là, ce sont les actions sur les infrastructures. Donc là, on peut retrouver la création d'un parking vélo-trottinette. Donc là, la fiche action renvoie à un autre programme C2E existant qui est le programme Alvéole, qui apporte un financement aux collectivités pour créer un parking vélo-trottinette si c'est pertinent pour l'école. On peut retrouver d'autres types d'aménagements comme adapter le stationnement ou fermer la voirie. Et enfin, troisième type d'action, ce sont les actions de culture à l'écomobilité. Donc là, ça peut être création d'une boîte à idées, d'un blog, et organiser des événements soit dans le cadre de l'école avec un challenge mobilité ou une convergence vélo, ou un événement plus large, par exemple un événement municipal avec la rue aux enfants ou une action de sensibilisation envers les administrés. Donc ce que fait le programme MOBI, c'est bien aider à mettre en place ces actions. Après, ce qu'il est important de préciser, c'est que par exemple, les infrastructures ne peuvent pas être financées dans le cadre du programme MOBI. Le programme MOBI va vraiment être un outil et l'accompagnement va vraiment être sur la mise en place des actions, mais le financement des infrastructures n'est pas compris dans le programme. Si on passe page suivante. Alors, voilà, on ne peut pas, donc, comme j'indiquais, financer d'infrastructures dans le cadre du programme MOBI. En revanche, on peut l'équipement nécessaire pour la mise en place des actions à hauteur de 50% du montant total de l'équipement et plafonné à 1 000 €. Donc, par exemple, les listes des équipements éligibles sont la signalétique qu'on va mettre en place aux abords de l'école, du mobilier urbain, des kits, par exemple, pour mettre en place des pédibus, des malles pédagogiques complémentaires à celles qu'on va déjà décliner dans le cadre des ateliers de sensibilisation. Donc ça, ce sont des choses que le programme MOBI va pouvoir cofinancer. Si on passe page suivante. Donc voilà, donc le budget estimatif, donc le coût global du déploiement va dépendre à la fois du nombre d'écoles engagées sur le territoire qui souhaitera porter la démarche, de la taille des écoles, on comprend, plus les tailles vont être importantes, plus le diagnostic va être peut-être plus long à réaliser, et du nombre de classes pour lesquelles sont prévus des ateliers de sensibilisation. Parce que ce qu'on propose pour qu'il y ait une démarche vraiment d'école, c'est que les ateliers soient réalisés dans toutes les classes. Après, selon le choix de l'école ou de la collectivité, on peut réduire les ateliers à certaines classes uniquement. Donc, comme je l'ai indiqué, dans l'idéal, la durée de l'engagement est de 2 années scolaires, ce qui ne veut pas dire 2 années scolaires complètes. On peut débuter tout à fait en février ou mars de 2020 et poursuivre sur l'année scolaire suivante. En revanche, voilà, on propose cet engagement sur 2 années scolaires car ça permet de débuter toutes les démarches préalables de diagnostic, de lancement dans les mois, par exemple, qui restent en 2020, et ensuite d'avoir une année complète pour vraiment installer dans le temps les actions, avoir le temps de bien les mettre en place et également de les pérenniser. Donc, comme je l'ai indiqué, le financement est assuré pour l'essentiel par les énergéticiens dans le cadre des certificats d'économie d'énergie à hauteur de 70% du coût total et la collectivité locale paie le complément. Voilà pour ces éléments sur programme MOBI. Donc, je vais prendre vos questions. Je crois qu'elles sont déjà arrivées au fur et à mesure de ma présentation. Donc, je vais remonter. Ou Marie, voilà, on va le faire avec Marie. J'ai remis le micro effectivement de notre côté pour que Marie puisse lire les questions. Je remets la caméra. D'accord. Quels sont les principaux freins au changement? Comment réussissez-vous à les lever? Alors, donc les principaux chemins au changement, donc là, c'est vraiment, on est effectivement dans le changement de comportement et en plus sur la partie mobilité, sur des choses qui sont de l'ordre de l'organisation personnelle. Donc, c'est vrai que la façon de les lever, en fait, c'est justement en proposant un large panel d'actions. Donc, selon le degré d'avancement de la mobilité de la collectivité sur le sujet de l'écomobilité, on constate que certaines
territoires sont déjà plus avancés que d'autres pour diverses raisons qui peuvent être d'ordre topographique ou d'ordre voilà, organisationnel. Mais en proposant un large panel d'actions, justement, on peut aller progressivement vers les changements de comportement. Donc, comme je l'ai présenté, on a par exemple des actions aussi de l'ordre de la culture et l'écomobilité. Voilà, on va pas tout de suite viser voilà, que l'ensemble d'une école, tous les enfants viennent, toutes les familles viennent à pied. Mais il y a déjà tout un panel d'actions culture et l'écomobilité, justement, pour déjà s'habituer. Donc, la façon de lever les différents freins, c'est d'y aller, je dirais, progressivement et de proposer un large panel et aussi de donner envie et pas de culpabiliser dans les discours qu'on peut tenir, par exemple, dans les ateliers de sensibilisation ou dans les événements que nous allons organiser. Voilà, c'est de ne pas culpabiliser, ne pas montrer du doigt, mais donner envie, justement, voilà, de faire du vélo, de venir à pied, de faire du covoiturage. C'est montrer ses côtés positifs et non pas la contrainte. Alors, intervenez-vous également dans les entreprises pour faciliter la mise en place d'un plan de déplacement inter-entreprise? Alors non, on n'intervient pas. Là, le programme MOBI, c'est vraiment axé sur les écoles. En revanche, dans l'étape de diagnostic, effectivement, il faut qu'on liste bien tous les plans qui peuvent exister en termes de mobilité. Et si on a un cas, par exemple, d'une entreprise de taille importante qui a un plan de déplacement inter-entreprise proche de l'école, ça peut être un des éléments à intégrer dans le programme MOBI. Mais nous, c'est vraiment limité aux écoles élémentaires et pas aux entreprises. Voilà. Il y a une autre question. Avez-vous des indicateurs qui soient parlants pour les enfants? Alors, c'est vrai que les indicateurs, pour le moment, sont plus à destination de l'ensemble de la collectivité scolaire. C'est pas seulement des indicateurs qui seront présentés dans les classes. Donc, comme je l'ai indiqué, ces indicateurs sont à la fois les émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre résultant des déplacements de l'école, les émissions de polluants, et également, on va avoir des indicateurs plus qualitatifs sur le comportement en classe. À noter donc que les enfants seront interrogés, questionnés, hein, enfin, dans le cadre du questionnaire qu'on adresse à l'ensemble des participants, il y a une partie du questionnaire qui s'adresse aux enfants. Donc c'est une restitution qu'on peut prévoir pour les élèves, mais c'est que les indicateurs à la base sont quand même plus un outil d'évaluation et ensuite effectivement voir comment ils peuvent être partagés au moins avec les plus grandes classes, mais c'est pas c'est dans un second temps. La restitution des indicateurs devra être quand même assez technique à la base. Influence sur les investissements d'infrastructures. Alors, influence, à nous, le but, c'est plutôt de pouvoir identifier ce qui pourrait être utile. Ensuite, comme je l'ai indiqué, on ne peut pas cofinancer les infrastructures. Donc, ça peut être au moins dans le cadre du diagnostic, identifier ce qui serait utile. Ensuite, la collectivité, en fonction de son budget, pourra peut-être faire le choix de lancer cet aménagement rapidement si elle a le budget, ou peut-être de le faire 1 an ou 2 ans après le programme. Mais en tout cas, on pourra effectivement, l'influence qu'on pourra avoir, ce sera de l'identifier et de mettre un conseil sur le type d'aménagement pertinent. Quel est le tarif moyen après C2E? Alors, pour une école seule, hein, moyenne, le tarif après C2E, il est de 5 000 € la première année et 3 000 € la deuxième année. Voilà. Après, ça ne comprend pas le cas où on pourra faire de la mutualisation entre plusieurs écoles, par exemple sur un même territoire. Donc voilà, ça c'est le prix pour une école. Donc 5 000 € première année, 3 000 la deuxième. Et après, il faut qu'on puisse réaliser des devis plus fins selon chaque territoire pour tenir compte d'une certaine mutualisation et également, par exemple, du degré d'avancement des écoles. Si certaines ont déjà des éléments de diagnostic qui existent, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être pris en compte aussi dans le chiffrage qui sera fait. Est-ce qu'il y a... Voilà, je crois qu'on a listé toutes les questions. Oui. 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 Donc, merci beaucoup d'avoir
participer à cette conférence. Nous vous donnons un rendez-vous le 28 novembre sur le salon virtuel pour que vous puissiez continuer à échanger avec les exposants. Je vous remercie aussi par avance de nous donner votre avis. Vous pouvez mettre de 0 à 5 étoiles à cette conférence. Il y a un pop-up automatique qui va apparaître à la fin. Et puis, si vous voulez bien également prendre un instant dans la semaine qui va suivre la fin du salon pour répondre à l'enquête qui vous sera envoyée par mail, parce que c'est ce feedback qui va permettre de préparer la deuxième édition de ce sommet virtuel pour le climat. Merci beaucoup et Merci. au revoir.